Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Le Premier ministre Abdelkader Kamil reçoit Nikolai Botev, le directeur pays du FNUAP. Et nouveau tir de missile de longue portée de la Corée du Nord au-dessus du nord du Japon. C'était donc les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu donc ce matin dans ses bureaux Nikolai Botev, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP. Et en prit part à cet entretien le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, le conseiller du Premier ministre, Ali Silla, ainsi que la représentante du bureau FNUAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim. Le haut responsable des Nations Unies a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Il a rappelé que le Fonds pour la population intervient dans différents secteurs, dans la santé, la formation, la prévention, l'aide aux jeunes, ainsi que le recensement ou la collecte des données démographiques. Selon lui, la collecte et l'analyse des données sont essentielles à la planification du développement. Nikolai Botev a indiqué que sa direction est disposée à appuyer les institutions du pays afin de suivre les orientations politiques du gouvernement. Il a loué le partenariat existant entre Djibouti et l'agence onusienne. Il a également souligné que le fonds va appuyer un projet de recensement de la population djiboutienne à l'horizon 2020. Le Premier ministre a de son côté indiqué que le commissariat au plan qui dispose d'une direction des études statistiques, la DIZ, est l'institution habilitée à recueillir les données statistiques et démographiques en particulier. Il a demandé l'appui, la formation et le renforcement des capacités des agents de cette institution. Le Premier ministre a précisé que le gouvernement cherche constamment à améliorer les conditions de vie de la population et a lancé plusieurs programmes de prise en charge sociale initié par le chef de l'État, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Djibouti Palace Kempinski a abrité donc hier une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cet accord vise à intégrer les enfants des familles réfugiées dans le système éducatif djiboutien. Outre le ministre de l'Éducation et le représentant du HCR, la cérémonie de signature de l'accord a vu la participation du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, de représentants de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Alexander Hamilton, et de la coordinatrice des agences du système des Nations Unies. Le ministre de l'Éducation était entouré de ses proches collaborateurs dans ce processus qui s'avère être crucial et qui permettra aux enfants des familles réfugiées se trouvant sur le sol djiboutien d'avoir une éducation. En effet, les enfants et adolescents réfugiés qui intègrent les systèmes scolaires nationaux nouent des amitiés sur la durée avec les enfants du pays qui les accueillent, apprennent de nouvelles langues et développent les compétences essentielles pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour historique parce que là, nous venons d'assister à la signature du mémorandum d'entente entre le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'éducation des enfants réfugiés. Par ce mémorandum d'entente, le MENFOP va donc prendre en charge l'éducation des enfants réfugiés, les MENFOP étant l'institution gouvernementale ayant la responsabilité d'assurer l'éducation des enfants, aussi bien nationaux que réfugiés. Donc, par ces mémorandums, nous consacrons donc la reprise de la formation par l'institution gouvernementale ayant cette responsabilité. Et le ministre de l'Intérieur, qui était présent lors de cette réunion, Hassan Omar Mohamed, a de son côté indiqué que Djibouti est fier de sa politique d'ouverture et d'accueil pour les personnes en détresse. Le pays continue, a-t-il dit, d'assurer le gîte et le couvert à ces derniers, malgré ses maigres moyens. Nous l'écoutons. En effet, depuis son indépendance, la République de Djibouti n'a cessé d'accueillir et d'assister les réfugiés en leur garantissant
leurs droits fondamentaux. À noter que l'éducation est un droit fondamental garanti par les instruments juridiques internationaux dont Djibouti est signataire. Dans ce sens, depuis janvier 2017, le Djibouti a renforcé son arsenal juridique pour une meilleure prise en charge des réfugiés par la promulgation d'une loi portant statut des réfugiés. En effet, promouvoir une éducation de qualité pour les réfugiés est une priorité absolue, au sens où elle permet de reconstruire leur vie, d'améliorer leurs conditions d'existence et de développer leurs compétences et leurs connaissances en vue d'œuvrer pour leur intégration dans leur pays d'accueil. Et dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a rappelé que la République de Djibouti s'est toujours souciée d'accueillir les personnes fuyant les affres de la guerre ou d'autres calamités. Il a rappelé que l'éducation est un droit, ce n'est pas seulement un droit fondamental, mais c'est aussi l'un des atouts les plus précieux qu'un réfugié puisse avoir. Nous écoutons le ministre. Je cite le chef de l'État. Donnons aux enfants des réfugiés l'opportunité d'intégrer les systèmes éducatifs djiboutiens. Comme vous pouvez le constater, la prise en charge de l'éducation des réfugiés sur notre sol relève de l'engagement personnel et de la volonté politique du président de la République clairement affichée et devant la communauté internationale tout entière. Pour vous dire qu'il s'agit pour nous d'une affaire à ne nullement prendre à la légère. Cette parole présidentielle que je viens d'évoquer, cette volonté politique, s'est suivie immédiatement par la promulgation d'une loi, la loi numéro 159 AN16, 7e législature du 5 janvier 2017. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il ne nous manquerait plus que ce mémorandum d'entente, je pense, pour passer enfin à la phase de concrétisation effective de cette noble mission dont notre pays s'investit à travers cette éducation aux réfugiés. C'est aujourd'hui chose faite et il nous incombe désormais à nous, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Intérieur, le HCR et avec l'appui de nos amis américains et de nos autres partenaires, tous ici représentés, d'œuvrer ensemble pour que ces jeunes garçons et toutes ces jeunes filles des familles réfugiées accèdent, Inch'Allah, à une éducation de qualité. Et c'est au même titre que nos propres... Sur instruction du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, l'ambassadeur de la République de Djibouti à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, a élevé hier au rang d'officier de l'ordre national du 27 juin le colonel Antoine Champeau, historien de l'armée française qui a beaucoup écrit sur la participation de combattants africains à la Première et à la Seconde Guerre mondiale dans le bataillon Somalie. Les forces coloniales avaient à l'époque contraint de milliers de vaillants hommes à incorporer les unités de l'armée française pour combattre à leur côté contre l'Allemagne. Ils ont été arrachés de leurs terres dans toutes les anciennes colonies d'Afrique de l'Est, du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Cette distinction lui a été attribuée pour son travail de mémoire et de mise en lumière de l'apport de tous ces combattants morts pour libérer la France. Également dans l'actualité, nous allons parler du pèlerinage de cette année. Demain débute donc le grand pèlerinage de cette année. Une séance d'information et de sensibilisation a été organisée hier soir par le comité en charge du Hajj au profit de tous les pèlerins. Tout le processus et les étapes à suivre ont été expliqués. Les cheikhs Jumaleh et Abdelkader ont animé ces séances. Les pèlerins ont été briefés sur la date du déplacement vers Mouna pour la prière sur le mont Arafat, l'étape principale du Hajj prévue donc pour jeudi prochain. Le comité en charge du Hajj a précédemment effectué une visite des sites où doivent se déployer les pèlerins et toutes les dispositions ont été prises pour que l'ascension du mont Arafat se déroule dans les meilleures conditions.
Également dans l'actualité, destruction de matériel électrique et des appareils électriques de contrefaçon saisis dans le commerce de la place, dans le commerce de la lutte contre l'importation et la distribution des appareils de sécurité électrique de contrefaçon. Le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, en collaboration avec le ministère délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances, chargé du commerce, et le ministère du Budget, notamment la douane et la gendarmerie nationale, a saisi un nombre important d'appareils électriques contrefaits dans les quincailleries de la place. Le ministère de l'Énergie, en collaboration avec ses différents partenaires, a procédé donc hier à la destruction par incinération des appareils saisis au centre d'enfouissement technique de Douda. Était présent lors de cette destruction le secrétaire général par intérim du ministère de l'Énergie, Abdul Karim, le directeur de l'Énergie, Gouled, et le directeur du commerce par intérim et de la protection du consommateur, Muharram Fouad, ainsi que le représentant de la gendarmerie nationale, le lieutenant Abdurrahman. Lutte contre les équipements électriques contrefaits ou défaillants, qui ont causé de dégâts auprès de nos concitoyens à Djibouti-Ville. Comme vous le savez, le ministère du Commerce attache une importance capitale à la normalisation. Il s'agit de la normalisation de produits alimentaires, de produits de transport, de produits électriques. Au niveau du ministère, nous avons un département qui est spécialement chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de normes de produits. Dans cette optique, nous avons prévu d'organiser demain, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et la Chambre de commerce, une réunion d'information et de sensibilisation en faveur des opérateurs économiques pour que ces derniers ne puissent importer ces produits qui ont causé des dégâts au niveau de la capitale et au niveau même de l'économie nationale. Santé à présent, à la suite de l'appel lancé par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Kiye, les opérations de collecte de sang se poursuivent un peu partout dans les hôpitaux, et c'était au tour du personnel de la maternité de Dar el-Hanan de participer massivement jeudi dernier à la collecte de sang organisée par le Centre national de transfusion sanguine avec l'appui des laborantins de la maternité. En effet, bon nombre des personnels soignants et administratifs de la maternité se sont empressés de rejoindre la salle de réunion réquisitionnée à cet effet afin de remplir les poches de précieux liquides dont ils connaissent parfaitement l'importance et quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions. Puis toujours en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, ce sont le personnel de l'hôpital Cheikho de Balbala qui ont fait montre dimanche dernier de dons de soi en donnant leur sang. Ces opérations de collecte se sont déroulées avec succès au décompte des nombres des poches collectées et l'enthousiasme suscité par un tel événement autour partagé au sein et dans les premiers jours. Ces activités de collecte de sang se tiendront dans les autres hôpitaux tels que l'hôpital général Pelletier avant de s'étendre vers les autres départements ministériels et les corps constitués. Rappelons à cet effet que le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Kiye, avait lancé un appel pressant qui exhorte l'ensemble des corps militaires et de sécurité ainsi que les différentes structures ministérielles et les divers services étatiques d'emboîter le pas en participant pleinement à cet élan de solidarité. Enfin, le Centre national de transfusion sanguine est chargé de planifier, de programmer et de coordonner ces activités de collecte de sang à travers la mise en place d'un calendrier annuel de passage de ces équipes au niveau de toutes les entités sollicitées. Et dans son intervention, le directeur de l'hôpital Mohamed Ahmed Issa di Cheikho, Dr Hussein Ahmed Gadid, a rappelé l'importance de la collecte de sang pour le ravitaillement et la disponibilité du précieux liquide au niveau de la banque de sang. Écoutons la réaction du directeur de l'hôpital. Nous organisons aujourd'hui la journée de collecte de sang, des dons de sang qui sont organisés aujourd'hui à l'hôpital de Balbala. Le personnel de la santé qui travaille dans cette structure participe pleinement à cet événement de don de sang. L'essentiel du personnel vont venir à tour de rôle, quitter leur service de soins pour venir dans cette salle donner du sang. Cet événement est un événement très fort de sens. C'est un événement indispensable parce qu'il faut qu'on arrive à trouver à une bonne gestion et à un bon ravitaillement au niveau de la banque du sang. Ces ravitaillements ne peuvent se faire que s'il y a une collecte régulière de sang. Et ça, nous commençons
de notre côté au niveau du ministère de la Santé. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours de cela, un don de sang a été organisé au niveau du ministère, au niveau central du ministère de la Santé, où tout le monde, à commencer par le ministre de la Santé, ont participé à ce don de sang. Sport à présent, après Dalaya Ferranda, c'était au tour de la localité de Asagaïla de tirer son épingle du jeu. Le tournoi d'été mobilise comme chaque année toute la population et reste l'événement majeur et très attendu dans cette localité très éloignée du pays. Et ce lundi, l'équipe de la FC Marié sera loin d'oublier sa brillante victoire contre sa rivale éternelle As Hagaïkwalo. Et c'est dans une finale mitigée et pleine d'attentes que les deux meilleures équipes ont été donc opposées suite à de longs parcours remarquables et sous les yeux d'une foule admirative et faisant tête à un soleil de plomb, les deux formations se sont livrées à une vraie bataille technique et physique et logiquement après de nombreuses occasions avortées, le FC Marié a fini par ouvrir le compteur en premier et c'est qui va lui permettre d'encore de doubler la mise avant la mi-temps. En seconde période, l'AS Hagaïkalo va tenter de renverser la situation en inscrivant un petit but, mais l'adversaire était plus solide et au sifflet final, les deux équipes se sont quittées sur un score de 2-1 et étaient appelées à monter sur le podium. Et dans une ambiance festive et conviviale, la cérémonie s'est déroulée donc en présence des représentants du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, du lieutenant Abdelrahman Abdelkader et de l'Okal général. Outre le football, les vainqueurs de la discipline concernant les compétitions de l'athlétisme, le volleyball ou le concours éducatif étaient également récompensés et c'est la seule localité du Nord où les jeunes filles participent à un tournoi d'été. Nettement amélioré dans sa formule en approchant les localités, en mettant donc en valeur les localités au-delà des régions. C'est une très bonne politique de proximité qui, je crois, ne manquera pas de donner des résultats, notamment en matière de détection des talents. Et puis, ça va motiver les jeunes, ça va créer des vocations, certainement. Parce que pour la première fois, je vois ici des jeunes il y a même mes enfants qui faisaient partie. Hein. Il y a des jeunes qui sont motivés, certains qui ont déjà du talent à vouloir faire encore mieux et ça ne manquera pas de donner des résultats au niveau de la nation. Voilà, je remercie le ministre de la Jeunesse et du Sport d'avoir eu cette idée d'améliorer les tournois d'été, de les démocratiser, en fait, de la rendre accessible à tout le monde, hein, à ceux qui sont dans les petites localités comme dans les grandes. C'est une très bonne initiative Et le représentant du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a remercié toute la population de Asagaïla pour l'accueil et l'hospitalité qui leur a été réservé. Il a également évoqué l'objectif et la mission du secrétariat d'État qui, à travers ce tournoi d'été, cherche à épanouir les jeunes, mais aussi mettre en valeur les activités des localités les plus reculées du pays. Fort du succès de la mission, il a promis enfin que l'année prochaine, une équipe du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se déplacera successivement dans les localités éloignées et difficiles d'accès. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. La Corée du Nord a procédé hier soir encore à un tir de nouveaux missiles de longue portée cette fois-ci, ce qui a irrité plusieurs pays dans les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Une réunion du Conseil de sécurité a été demandée. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dénoncé une menace grave et sans précédent. Le Conseil de sécurité se réunira en urgence à la demande de Washington et de Tokyo. C'est une escalade supplémentaire dans les tensions liées au dossier nord-coréen. Le tir a eu lieu au moment où des dizaines de milliers de soldats américains et sud-coréens participaient à des manœuvres dans la péninsule. Ce dernier tir représente une escalade supplémentaire de la part de Pyongyang qui avait récemment menacé le territoire américain de Guam. Et enfin, aux États-Unis, l'eau continue de monter à Houston, la principale ville du Texas. Houston est frappée par des inondations sans précédent causées par la tempête Harvey. Le président Donald Trump est attendu à Houston, où la mobilisation pour venir en aide aux victimes est maximale. L'Agence fédérale des situations d'urgence se prépare à accueillir 30 000 personnes dans des centres d'accueil d'urgence dans la région. 12 000 soldats de la garde nationale ont été déjà mobilisés. Les précipitations ont déjà dépassé largement les 50 cm dans la région. Certains lieux en sont à plus de 70 cm. Selon le service météorologique national, ces zones pourraient encore recevoir 40 à 50 cm de précipitations cette semaine. Le pic des inondations ne devrait donc être atteint que mercredi ou jeudi.
C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver le focus de l'après-midi. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Merci de nous rejoindre pour ce focus avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Donc nous allons nous rendre en Birmanie où selon l'ONU, au moins 3000 Rohingyas ont fui la Birmanie pour le Bangladesh. Effectivement, donc Ahmed, plus de 3000 membres de la communauté musulmane Rohingya donc avaient fui la Birmanie où ils sont donc des victimes d'une nouvelle flambée de violence en direction donc du Bangladesh voisin. Le Bangladesh estime donc à plusieurs milliers le nombre de ces membres de cette communauté donc vivant à proximité de sa frontière avec la Birmanie où les Rohingyas sont persécutés depuis de longues dates, considérés comme des étrangers au sein même de ce pays. À plus de 90% de bouddhistes, les Rohingyas sont donc apartheid. Mais si certains vivent en Birmanie depuis des générations, ils n'ont pas accès au marché du travail, aux écoles, aux hôpitaux, et la montée du nationalisme bouddhiste donc ces dernières années a attisé l'hostilité à leur encontre. Mais leur arrivée donc ne sont guère vues d'un bon œil par le Bangladesh, pays à majorité musulmane. La police les accuse notamment de commettre des délits comme des trafics de drogue. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.